Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au prochain sommet du G5 Sahel à Pau, en France, sommet convoqué par le président français Emmanuel Macron. Ce sera le 13 janvier 2020. Mes trois invités sont avec moi, Siddiq Abba, journaliste, analyste politique, écrivain, voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne. C'est un de vos livres, La junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011. Un autre de votre livre, Rébellion Touareg au Niger, qui a tué le rebelle Mano Dayak. Les trois publiés aux éditions de Matin. Merci. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci. Jean-Bernard Bikim du think tank Alpha. Merci à vous. Brice Nzamba, très rapidement. Le général Decointre, François Decointre, chef d'état-major de l'armée française, vient de déclarer que 2020 sera une année charnière, pour ne pas dire une année catastrophique si on ne fait pas attention, parce que la région, le Sahel sera envahi par une horde de membres de Daesh. Ça ramène à la question, qu'est-ce que les chefs d'État diront le 13 janvier 2020 à Pau? Peut-on dire que de toute façon, l'hypothèse d'un départ français est à exclure? Non, mais c'est évident, c'est évident. C'est-à-dire que Barkhane n'a pas encore atteint ses objectifs. Donc la France ne peut pas partir du Sahel aussi longtemps que Barkhane n'a pas atteint ses objectifs. Et quand on sait qu'il y a de plus en plus, il y a un arc terroriste qui est en train de se former, qui ne prend pas seulement le Sahel, mais qui va maintenant un peu du côté du Proche-Orient. Hein, il y a ça. Et donc le risque djihadiste est de plus en plus important. Récemment, j'étais en train de lire, c'était Sputnik, hein, il y a un officier marocain qui disait qu'il y a beaucoup des membres de Daesh qui sont en train de rentrer dans les pays du Maghreb. Donc, ces gens-là, ils sont en quête... Après la défaite en Syrie. Bien sûr. Donc, ils sont en quête de lieu où aller se battre. Et précisément, c'est le Sahel. Donc, il faut dire que 2020... Donc, le général François Decointre n'est pas alamiste sur les bords. Il décrit une réalité. C'est une réalité qu'il décrit. Et à la fois, c'est une manière aussi d'appeler au rassemblement, de dire que l'heure n'est pas aux polémiques, l'heure est plutôt au rassemblement et à l'action. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais après, moi, j'aime bien dire que l'addition des faiblesses ne fait pas une force, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que quand on additionne plusieurs faiblesses, on n'en fait pas une force. Donc aujourd'hui, les États sahéliens sont des États faibles sur le plan militaire. Donc les additionner ne suffit pas. Oui. Donc il faut qu'il y ait une capacité d'engagement militaire plus importante, donc de logistique militaire, de formation, oui, et puis de soutien militaire français conséquent. Ce que vous dites est très intéressant et très important, Brice. Ça m'amène à vous poser la question, et Siddiq Abba, quand même, quand on voit des terroristes à moto, par colonne, parcourir des centaines de kilomètres, pour aller attaquer un camp militaire, alors qu'en face, on a une armée régulière et des partenaires étrangers qui ont des avions de surveillance, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la question est légitime, d'autant que nous avons de très bons colonels formés dans les meilleures écoles d'état-major, où ils ont appris la stratégie de guerre, où ils ont appris des théories. Ça pose un problème. Dans la réponse qu'on doit apporter à cette menace terroriste, je pense qu'il y a un besoin de réadaptation de notre stratégie, parce que pendant longtemps, on a été formé sur un schéma de lutter contre un ennemi qu'on connaît. Aujourd'hui, nous sommes dans la plupart du temps dans une guerre asymétrique avec un ennemi qui peut se cacher. Même si vous avez dit des hordes de motos qui viennent attaquer un camp et qui repartent, oui, il y a un problème. Notamment, moi, je pense que, et je le dis après le constat que j'ai fait des différentes attaques, je pense qu'une des faiblesses de nos armées, c'est la question de la mobilité. Par exemple, dans le cas d'Inates où il y a eu, si on avait une aviation légère avec des hélicoptères de combat... Parce qu'ils ont quand même fait des kilomètres pour venir attaquer pendant 3 heures de temps. L'absence d'aviation légère avec des hélicoptères de combat, avec des transports de troupes qui auraient accru la mobilité de nos forces, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina, est une faiblesse que nous devons combler rapidement. Alors, Siddiq Abba, encore une fois, c'est important d'aborder ces points. Moi, je n'ai pas fait d'académie militaire. Quand même, quand on prend la dernière attaque du Niger, celle à laquelle vous faites référence, qui a duré 3 heures, ils ont attaqué le poste de commandement et de communication. Ça veut dire qu'il n'y a pas un poste relais. Il n'y a pas un autre poste de relais. Dès qu'ils ont attaqué ce poste, ils ont coupé
le camp militaire des autres bases militaires. Donc on n'a pas prévu alors un autre poste de relais. Je crois que, comme vous le dites si bien, c'est un cas d'école et tout échec doit inspirer un enseignement. Et en l'occurrence, les djihadistes savaient que en attaquant le poste de commandement, ils priveraient cette compagnie, ce poste avancé de communication de avec la communication. Et du coup, ça explique aussi le temps que le renfort a pris pour venir, parce qu'il a fallu qu'un camion se détache, un véhicule se détache, et qu'il prenne une route qui est difficile, le temps qu'ils viennent, et le temps que les autres aussi prennent cette même route difficile. Les renforts ont mis du temps à venir, alors que s'il y avait des moyens aériens, on aurait héliporté rapidement le renfort pour venir. C'est pour ça que je souligne l'importance d'avoir une aviation légère de combat pour pouvoir combattre efficacement ces djihadistes. Jean-Bernard Bekim, revenons à Pau. La France ne partira pas, on est d'accord, on a exclu cette hypothèse. Quelle sera alors la substance de la rencontre de Pau? C'est pour dire quoi? On a dit, Brice l'a dit, la France connaît très bien les bases sur lesquelles elle intervient déjà au Sahel. On va leur dire quoi? De quoi parlera-t-on à Pau? Alors, Pau va servir je dirais, à apaiser les esprits les uns des autres pour deux raisons. La première, c'est que dans cette affaire-là, nous avons des présidents qui sont à Caen. Macron est à Caen. Les présidents sahéliens sont à Caen. Et nous avons les militaires qui sont à Caen. Pourquoi ? Quand vous confiez à un politique des questions de sécurité, de défense et de sûreté, oui, dont il n'a aucune formation, aucune expertise. Vous parlez de qui? Tous les pays, y compris la France. La ministre française de la Défense, quel est son pédigré? Quel est son pédigré? Ah non, ces gens-là sont entourés de spécialistes, d'experts qui analysent. Un militaire à la défense, un magistrat à la justice, très bien. un médecin à la santé, c'est pas, très bien. C'est pas le gars. Laurent Fabius, Premier ministre, disait la chose suivante: les experts, les spécialistes, on les connaît quand ça fonctionne. Oui. Bon. Quand ça ne fonctionne pas, c'est nous qui prenons les coups. Oui, on est d'accord. Bon. Donc, la vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est faire travailler les militaires africains, les militaires européens, et surtout associer sur le terrain les chefs traditionnels. Cette question-là, c'est une approche. Cette question-là, c'est celle-là qui permettrait, pas de contenir, pas d'endiguer, mais de faire baisser progressivement la tension. Premier point. Le deuxième point qui est important, la France a besoin de redorer son image, parce qu'il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Et le sommet de Pau va servir à ça. Au-delà de la dimension franco-africaine du sommet de Pau, moi je pense qu'un des enjeux, c'est le volet international, où il y aura l'Union africaine avec le président de la commission Moussa Faki qui sera là, l'Union européenne avec le chef de la diplomatie M. Borrell qui sera là, le président. Cette dimension-là, je souligne son importance parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est les moyens financiers pour le déploiement de la force du G5 Sahel. Si on peut arriver là, le sommet de Pau aura eu... Et moi, je vous pose la question à titre personnel. Franchement, est-ce que c'est normal qu'on parle encore de manque de moyens aujourd'hui en Afrique, 50 ans, 60 ans après les indépendances? Non, l'Afrique, d'autant qu'on a besoin de 460 millions de comment dire, les fonds qui ont été sortis illégalement de l'Afrique par les dirigeants africains dépassent ce montant. On est d'accord. On n'a pas besoin. Deuxième question, et c'est très important d'aborder cette question-là. Plus de 50 ans après l'indépendance, les pays africains ne peuvent-ils pas mettre ensemble des formes d'armées sous-régionales capables d'assurer leur propre sécurité? N'oublions pas. Aujourd'hui, on critique la France, mais c'est nous, c'est le Mali qui a fait appel à la France. Le Mali n'a pas fait appel à l'Algérie, à l'Afrique du Sud, au Nigeria. Le Mali a fait appel à la France. Comment voulons-nous être respectés dans notre dignité si dès qu'on a la moindre difficulté, on appelle l'étranger? Bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas parler de néocolonialisme alors que c'est nous-mêmes qui appelons les gens. Et alors même que c'est nous qui commandons l'argent.
Aujourd'hui, on parle d'aviation légère. Il y a des pays africains qui fabriquent des avions, qui fabriquent des hélicoptères. Ils peuvent, par solidarité africaine, décider, écoutez, on vous donne ces hélicoptères à crédit. Écoutez, on vous donne ces infrastructures à crédit. Il y a des pays africains aujourd'hui qui ont les moyens de fournir toutes les carburants pour toutes les armées qui sont là, qui sont les armées africaines, dans le cadre de la solidarité africaine. Mais tout ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas? Il faut comprendre, il faut mener une réflexion profonde sur ces questions. C'est quoi les handicaps? C'est une faillite de notre classe politique africaine parce que en 2013, en mai 2013, au moment du cinquantenaire de l'Union africaine qui était avant l'organisation de l'unité africaine, les Africains avaient décidé même de créer une capacité africaine de réaction rapide, la CARI. Aujourd'hui, 6 ans après la création, il n'existe même pas un seul soldat. Donc il faut qu'on soit conséquent. Si aujourd'hui on veut, moi je suis absolument d'accord qu'il y a des critiques légitimes qu'il faut porter envers la France, mais il faut que nous fassions notre autocritique mieux même que nous. Avons-nous vraiment besoin, la question se pose, avons-nous vraiment besoin qu'une armée étrangère quitte l'Europe pour venir nous aider à sécuriser nos frontières? Non, en fait, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire que il faut dire qu'en Afrique, il y a un vide sidéral de volonté politique de puissance. Voilà. C'est-à-dire que on a quelques États qui se détachent, qui sont déjà en train d'acquérir des capacités de puissance. Oui, l'Algérie, le Nigeria, le Nigeria. Mais je parle de façon collective. Il n'y a pas une vision collective africaine, dans le cadre de l'Union africaine, d'acquisition de la puissance, c'est-à-dire d'avoir des capacités de pouvoir d'expansion, c'est-à-dire de pouvoir, parce que Sédic a parlé tout à l'heure de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, qui était une institution qui a été mise en place en 2013. Il devait mettre en place une force d'intervention provisoire en attente d'une mise en place d'une force d'attente africaine. Oui, on avait parlé de force prépositionnée. Voilà, ça devait être une force qui devait être composée par des pays. Il y avait des pays qui étaient déjà candidats. Il y avait même le Niger qui était candidat. Il y avait le Congo-Brazzaville. Il y avait l'Angola. Il y avait le Tchad. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des pays qui étaient candidats pour donner l'armement, pour donner des militaires. Mais aujourd'hui, on est au point zéro sur ce point-là. Donc, c'est pour dire que, et moi je pense que pour les générations futures, c'est-à-dire que pour les hommes politiques qui s'engagent en Afrique, aujourd'hui, on a eu des hommes politiques qui sont engagés depuis les indépendances. Je pense que pour les hommes politiques africains qui s'engagent aujourd'hui, il faut avoir une vision collective de l'avenir de l'Afrique. Et cette vision-là ne peut se faire que dans le cadre de la défense des intérêts stratégiques de l'Afrique. C'est-à-dire que nous devons avoir les moyens de notre propre défense, de notre propre politique pour servir notre propre vision. Parce que si vous n'avez pas les moyens de votre vision, déjà si vous n'avez pas de vision, vous allez servir la vision de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Parce que la nature a horreur du vide. Jean-Bernard Biki, c'est vrai qu'en début d'émission, vous avez évoqué un aspect, et c'est maintenant que ça réapparaît. Nous n'avons pas les moyens de notre sécurité, nous n'avons pas la maîtrise de notre monnaie, et nous voulons qu'on nous respecte. Comment est-ce possible? Alors, aujourd'hui, nous sommes prisonniers, pas de des faillites personnelles ou d'absence de vision, nous sommes prisonniers de l'absence de courage. Je prends un cas très simple. Nous avons tous des femmes et des enfants. Quand ça ne va pas à la maison, la femme dit aujourd'hui, que tu le veux entendre ou pas, tu vas entendre. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut plus aller. Il faut faire quelque chose. C'est exactement ce que nos politiques ne veulent pas faire, pour la simple bonne raison que ce sont les dimensions philosophiques, ésotériques, mystiques qui brident l'Afrique et la maintiennent dans l'asservissement et la servitude dans laquelle on se trouve. Tant qu'on ne sera pas capable de sortir de ce vice, alors mystique, je ne sais pas trop. Tant qu'on ne sera pas capable de sortir de ce piège. Peut-être avez-vous raison, j'en sais rien. C'est un argument mystique. De ce piège dans lequel on s'est tous fourvoyés, mais c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. La vraie question, c'est, ou du moins le constat, c'est qu'au fond, on a tout. Parce que les autres viennent chercher tout chez nous. Bien sûr. Donc ça veut dire que potentiellement on a tout. Absolument. C'est ce que Brice a dit. C'est-à-dire qu'il nous faut la volonté politique. Moi, à titre, je souffre de l'échec de la CARIC parce que j'étais présent à Addis Abeba lorsqu'ils ont fait cette proclamation. Ça avait l'air sérieux. Ça avait l'air vraiment sérieux. Et les gens dénonçaient le colonialisme français,
on n'acceptera plus et 6 ans après, on allait là. Et c'était sous l'égide C'est des conséquences. du général Sékouba Konaté. Il faut qu'on sorte de cette Oui, je vais dire, le ça. président de la commission, c'était le Malien, l'ancien président malien, Moussa comment il s'appelle, l'ancien président C'était après Amadou Konaré, Konaré. qui a été un très bon président Absolument, de commission d'ailleurs. Absolument. Konaré. Donc il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on ait de la volonté politique. On ne peut pas aujourd'hui, il y a sur le continent, et c'est tout à fait légitime, des gens qui ont dit qu'ils ont souffert de voir l'armée française intervenir d'abord en Côte d'Ivoire lors des événements de 2010, puis au Mali aujourd'hui. Mais quand on fait ces proclamations de foi, il faut en tirer les conséquences. C'est ça, Il faut que la solidarité africaine se manifeste. Et il faut, avant de commencer à critiquer les autres qui ne viennent pas nous aider, il faut que les Africains puissent La s'aider question entre c'est, eux. sortons-nous de cette émission optimiste. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Moi, je suis d'un optimisme prudent. Tout n'est pas perdu et tout ne peut pas être perdu à condition qu'on se ressaisisse, que les Africains se ressaisissent. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.